pas vous. Je vois que vous avez d'abord une description assez complète de la situation telle qu'elle est et telle qu'elle évolue depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On peut dater la première évolution négative très claire avec l'introduction de la première loi russe, son retrait, puis la réintroduction. Et puis l'instauration d'une rhétorique très virulente contre nos partenaires, tantôt européens, tantôt américains, une bonne alternance qui n'a laissé personne de côté. Et cela continue avec des attaques très directes contre les ambassadeurs européens. L'ambassadrice française en a fait l'objet il n'y a pas très longtemps. Les Britanniques sont aujourd'hui, en ce moment même, les sujets des attaques les plus directes. Les Allemands en ont fait les frais et l'ambassadeur de l'Union européenne également. Quant aux 2 ambassadrices américaines, elles ont eu aussi leur argent comptant. Et d'ailleurs, ça surprend toujours un peu la population de voir l'absence de réaction normale à ces attaques qui sont véritablement des attaques ad hominem. Et quelque part, il y a le sentiment que ces ambassadeurs de nos pays amis et partenaires devraient se défendre un peu mieux, un peu plus, et ne pas accepter de se laisser humilier comme ils se laissent humilier dans ces circonstances. Donc cette dérive a commencé. Quand on essaye de réfléchir maintenant, réellement, il y a un parallélisme avec la guerre en Ukraine. C'est difficile d'expliquer exactement pourquoi. On peut avoir des débuts d'analyse qu'à ce moment-là, la main et la pression de la Russie s'est accentuée sur l'autre frontière de la Russie et la tentative de prendre en main ce pays qui a toujours été une proie pour la Russie, une proie convoitée, s'est sans doute accentuée et la Russie a utilisé ce qu'elle avait comme intermédiaire dans le pays, c'est-à-dire un dirigeant, un oligarque avec lequel elle avait des liens et sans doute des moyens de pression, comme on le voit au fur et à mesure qui se sont mis en place. C'est sans doute la meilleure explication de ce changement très brutal qui s'est produit, avec d'abord une crise politique qui s'affirme avec les élections, avec la fraude électorale et l'instauration d'un gouvernement que la population, une grande partie de la population, une grande partie de la classe politique considère comme illégitime. Vous avez mentionné les actes non constitutionnels, mais ce qui déclenche véritablement la réaction durable et la protestation qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, plus de 200 jours, c'est non seulement la fraude électorale, mais c'est le caractère anticonstitutionnel, inconstitutionnel de la déclaration du Premier ministre qui coupe les ponts avec l'Union européenne. Vous avez dit jusqu'à 2028. En réalité, ils se sont raccrochés aux branches quelques jours après en voyant la réaction extrêmement vive de la population pour dire c'est pas définitif et on y reviendra en 2028. Mais en réalité, cette déclaration qui contredit l'article 78 de la Constitution géorgienne, qui impose à toutes les institutions de faire tout ce qu'elles peuvent pour faciliter et promouvoir l'intégration européenne et l'intégration dans l'OTAN. Cet article constitutionnel introduit par le rêve géorgien en son temps dans la Constitution a été purement et simplement abandonné, violé, et c'est ça que la population n'accepte pas, parce qu'il faut bien voir que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dans tous les sondages d'opinion, et jusqu'à aujourd'hui même, 80% de la population se dit vouloir satisfaire cette aspiration européenne et reste fidèle à cette aspiration européenne. Et c'est pour ça qu'on voit de temps en temps, de moins en moins souvent, mais de temps en temps, les autorités actuelles, le rêve géorgien ou le cauchemar russe, comme on l'appelle, rappeler qu'eux aussi, ils vont finir par entrer dans l'Europe,
De temps à autre, ils ressortent le drapeau européen, puis après ils l'enlèvent. Donc c'est un peu erratique, mais c'est parce que, y compris dans ceux qui aujourd'hui soutiennent encore et qui sont encore moins nombreux qu'au moment des élections fraudées à cause de cette déclaration de couper avec l'Union européenne, ceux qui soutiennent pour des raisons diverses, et en général c'est pour des intérêts directs qu'ils ont en commun avec le pouvoir en place, parmi eux, une grande partie restent pro-européens. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en particulier eux, leurs enfants, ces familles. Tout le monde a envie de continuer à regarder vers l'Europe, qui a été véritablement l'ambition de la Géorgie depuis des décennies, depuis même des siècles, depuis la première indépendance au début du siècle dernier, et même avant, dans les différentes étapes de la construction de la Géorgie, où elle se tournait toujours, avec peu de résultats, mais elle se tournait toujours vers l'Europe, parce qu'il n'y avait pas de perspective autre pour ce pays isolé au sein d'un monde islamique et ensuite au sein d'un monde communiste. Donc la perspective européenne violée, c'est ça qui déclenche cette protestation qui ne s'arrête pas, et c'est ça qui est en parallèle, à lire en parallèle de la dérive autoritaire extrêmement rapide qu'a vécu le pays. Quand vous étiez là, il y avait des signes très préoccupants. Depuis, il n'y a plus de signes. Et c'est un petit peu ça où nous avons un problème avec l'approche des dirigeants européens. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interrogations. Tous les gestes, toutes les décisions du pouvoir en place vont contre les recommandations européennes, vont contre la voie européenne, que ce soit la rhétorique, que ce soit les lois adoptées. Elles sont toutes en phase avec ce qui a été adopté en son temps en Russie pour réduire la société civile et ensuite pour réduire l'opposition politique. On voit exactement le même cheminement. Il est très intéressant de voir que les lois répressives sont adoptées avec une telle vitesse qu'elles ne peuvent qu'être importées directement. Il n'y a aucun débat au Parlement sur aucune loi. Elles sont adoptées en général en 3 lectures en 2 jours. Et personne ne débat aucune de ces lois. La disposition qui existait dans notre législation, qui était que les commissions devaient entendre la société civile, les organisations non gouvernementales ou les organisations du secteur qui étaient concernées par les lois, ça a été supprimé. Donc il n'y a plus aucune consultation de personnes d'extérieur au Parlement. Donc tout ça se passe en circuit fermé, puisque dans ce Parlement ne siège que le parti au pouvoir et 2 de ses codicilles. Mais en réalité, c'est le parti au pouvoir. Donc la salle est généralement à moitié vide et les gens ne viennent que pour appuyer sur les bons boutons. Donc nous avons cette série de lois répressives qui ne s'arrêtent pas à chaque fois qu'on pense qu'on a atteint la limite extrême. On voit apparaître de nouvelles lois. Les plus récentes concernent les réseaux sociaux, après les médias qui ont été mis au pas fortement, après les financements de toutes les organisations non gouvernementales, quelle que soit leur qualité. C'est-à-dire que ça concerne également les collectivités ou les organisations qui s'occupent des handicapés, de différents secteurs de la vie sociale. Ce n'est pas seulement les organisations qui étaient liées aux élections, à la préparation des élections. Ça va beaucoup plus loin que le secteur lié à la politique. Ça touche l'ensemble de la vie civile géorgienne. Donc maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Et si vous avez dans vos posts d'il y a quelques mois mentionné de façon critique ce qui est qualifié par la loi d'insulte des personnages du pouvoir, du parti au pouvoir ou du Parlement, vous êtes susceptible d'amende et de convocation par le procureur, ce qui a eu lieu déjà,
17 personnes, des journalistes, des politiques, des activistes ont été convoqués. C'est pour donner le sentiment à la société que c'est sérieux et demander de s'expliquer sur les propos utilisés, ce qui veut dire qu'on rentre en réalité dans une censure complète, d'autant qu'il n'y a pas de tribunaux auxquels on puisse recourir ensuite pour discuter l'amende d'abord ou la détention administrative qui va suivre les décisions concernant ces postes réprimandés. Donc on ne sait plus. Il y a peu de presse écrite en Géorgie aujourd'hui. On est pratiquement... c'est la télévision et les réseaux sociaux qui délivrent l'information et qui permettent à la société civile de continuer à exister. Et c'est donc les éléments vraiment essentiels de pouvoir encore avoir une fenêtre sur l'information réelle. Les politiques sont dans une très mauvaise passe puisque une commission spéciale d'enquête a été ouverte au Parlement qui est censée juger des crimes du régime précédent et a commencé à convoquer les personnalités politiques impliquées dans le régime précédent ou non, indifféremment. Ces personnalités politiques ne vont pas se rendre devant la commission parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas légitime, comme ne l'est pas le Parlement. Et à ce moment-là, ils sont sujets à une amende très importante, environ 20 000 euros. Certains la payent, d'autres ne la payent pas. Ça, c'est les choix politiques. Les uns disent on ne va pas participer et soi-même financer sa propre répression. D'autres la payent. Mais de toute façon, cela ne suspend pas les poursuites. Et déjà, 3 leaders politiques sont en prison à la suite, pour eux, du non-paiement des amendes. Et on attend le sort de ceux qui ont payé, mais pour lesquels les tribunaux doivent se réunir dans les 15 jours qui viennent. Donc on est dans une phase où pratiquement tout le monde peut être convoqué à cette commission qui est présidée par l'ancienne ministre de la Culture, d'éducation française de l'ENA, qui a pendant 10 ans travaillé à la Cour européenne des droits de l'homme et qui est pour nous aujourd'hui l'équivalent de Wyszynski. Elle se conduit, elle pose des questions extrêmement brutales, que ce soit aux généraux de l'époque, ce qui a été d'ailleurs très mal pris par les milieux de l'armée. Et en général, c'est une atteinte au prestige de l'État et à sa solidité. Donc, par différents biais, l'espace, je dirais, de liberté politique et civile est en train de se réduire comme une peau de chagrin à une très grande vitesse, plus grande vitesse, je dirais, que ce qui a eu lieu en Russie à l'époque où c'était beaucoup plus progressif. Donc cette dérive autoritaire, dérive démocratique, où pratiquement plus rien de ce qui avait été les recommandations, il n'y a plus de justice, aucun des tribunaux qui se sont tenus pendant la période récente n'a différé de la demande du procureur. Donc les demandes du procureur sont toutes reçues, recevables et donnent la sentence par avance. On connaît donc la sentence. Nous avons 60 jeunes activistes qui sont en prison, en détention préventive, en attendant les jugements. Le premier jugement qui a été porté, alors certains, ça fait 6 mois, 7 mois qu'ils sont détenus, et la première sentence a concerné un jeune qui avait 20 ans quand il a été arrêté, sans délit évident, et d'ailleurs les avocats ont démontré qu'il n'y avait aucune preuve à son encontre. Il a été jugé malgré tout et la sentence est de 4 ans et demi de prison ferme. Après les 6 mois passés déjà en prison. Et c'est probablement ce que l'on va voir parce que les tribunaux vont se succéder maintenant au cours des 2 mois d'été ou des 3 mois d'été pour les
60 autres jeunes activistes qui sont en prison, et parallèlement pour les politiques qui sont également en détention administrative ou provisoire. Donc un climat très très lourd de ce point de vue-là, et le sentiment que cette dérive, ce n'est pas une simple crise politique et une simple dérive autoritaire de la Géorgie. Ce n'est pas une crise interne qui ne concernerait que nous. C'est en réalité une stratégie que mène la Russie en Géorgie, qu'elle utilise cette fois encore, comme elle l'a utilisé en 2008, comme test à l'époque de sa stratégie d'intervention militaire, qui n'avait pas très bien fonctionné en Géorgie, puisque même si évidemment la Russie était entrée sur le territoire et n'est partie qu'au bout de quelques jours, a stoppé plutôt son intervention, mais ce n'était pas un succès, puisque le but qui était d'interrompre précisément la voie de l'intégration européenne et euro-atlantique de la Géorgie, ça n'a pas fonctionné. Nous avons vécu avec ces territoires occupés sans que cela ait infléchi de quelque façon que ce soit notre orientation européenne et euro-atlantique. En revanche, cette intervention militaire a mieux fonctionné en Crimée en 2014 et a encouragé la Russie. Cette absence de réaction très forte de l'Occident a tenté ce qu'elle a tenté en 2022 à l'égard de l'Ukraine. Mais l'Ukraine lui a redémontré, si cela était nécessaire, que l'intervention militaire ne permet pas d'obtenir ce qui était l'objectif de guerre de la Russie, c'est-à-dire le contrôle du pays, le contrôle du régime, l'instauration de régimes et de gouvernements qui soient à sa dévotion, à la place des gouvernements en place. Donc la destitution de Zelensky et ce que la Russie appelle la dénazification n'a pas eu lieu. Le coût est très élevé pour la Russie, que ce soit en ressources matérielles, en prestige militaire ou en coût humain. Et donc nous sommes en train de voir à l'égard de la Géorgie l'expérimentation d'une autre stratégie alternative qui est une stratégie hybride qui utilise la manipulation électorale, la propagande, l'utilisation de régimes de proxy, on peut dire, qui servent les intérêts en tout cas de la Russie, qui sont d'une extrême. Les dirigeants du rêve géorgien sont aujourd'hui, et depuis pratiquement 2 ans, d'une extrême complaisance vis-à-vis de la Russie. Il n'y a pratiquement aucune critique de la Russie. Je vous ai parlé des critiques acerbes à l'égard de nos partenaires qui ont, depuis 30 ans, contribué à la vraiment création de l'État ou à la solidification de l'État géorgien. Ceux-là sont critiqués, et en revanche, la Russie, il n'y a pas un mot désagréable vis-à-vis d'elle, alors que c'est la puissance occupante de 20% de notre territoire. Pratiquement, c'est le silence ou alors des paroles élogieuses. Et parallèlement à la Russie, on voit le rêve géorgien se rapprocher d'autres États, par exemple de l'Iran, que le Premier ministre était rendu lors de l'enterrement du dernier décès. Je ne sais pas s'il va revenir cette fois-ci, retourner à la suite des attentats récents. Mais c'est ça, les nouvelles alliances du régime en place. C'est la Russie d'abord, parce que c'est avec elle qu'il y a les relations les plus directes. Il y a le retour à un commerce privilégié avec la Russie, y compris les circonventions de sanctions, alors que on avait fini par se détacher du commerce prédominant avec la Russie pour se tourner d'une part vers la Turquie et d'autre part vers l'Union européenne, qui était devenue le premier partenaire en tant qu'Union européenne, pas individuellement comme pays, mais en tant qu'Union européenne. Donc on voit un retour à cette dépendance commerciale, retour à une certaine dépendance énergétique, et à côté de la Russie,
aussi des relations maintenant privilégiées avec la Chine. Et c'est là où la dérive de la Géorgie pose un défi stratégique aussi. Outre le défi démocratique, c'est un défi stratégique parce que les négociations entamées par le régime en place avec la Chine sont susceptibles, et on ne connaît rien, évidemment, c'est toujours des négociations très confidentielles, on sait qu'elles ont lieu, mais on n'en connaît pas le détail, avec la Chine pour le port sur la mer Noire. Donc ça serait la première fois qu'on amènerait la Chine sur les rives de la mer Noire au moment où l'Union européenne dit avoir adopté une nouvelle stratégie de la mer Noire. Elle ne semble pas se préoccuper beaucoup ni du destin de la Géorgie, ni justement de ces liens privilégiés, semble-t-il, avec la Chine, qui est déjà très présente en Géorgie sur les travaux routiers d'infrastructure, financés d'ailleurs par la Banque européenne d'investissement ou par la BERD, avec aussi la Banque asiatique de développement, mais dans lequel ce sont les Chinois qui sont présents et avec des travaux qui ne satisfont ni dans le calendrier, ni dans la qualité des travaux et leur sécurité, ne satisfont pas les critères essentiels de négociations avec les Chinois également sur le deuxième aéroport de Tbilissi, qui intéressait à un moment donné TAV et Aéroport de Paris aujourd'hui. Mais apparemment, ça a été en tout cas la dernière déclaration connue. Là aussi, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais le Premier ministre, qui depuis a été démis, avait annoncé qu'il avait refusé les propositions de TAV Aéroport de Paris et qui n'était plus en négociation avec eux. En revanche, on sait qu'il y a des négociations, là aussi en cours, avec les Chinois pour un deuxième aéroport qui, comme par hasard, serait le lieu choisi, serait la base militaire, où il y a un aéroport militaire et la base qui servait pour les exercices de l'OTAN, qui ont été interrompus. Depuis maintenant 1 an et demi, il n'y a plus d'exercices de l'OTAN en Géorgie. Ils ont été déplacés sur l'Arménie. Alors tout ça, ça fait un contexte stratégique qui est extrêmement préoccupant. Préoccupant évidemment pour nous au premier chef, mais préoccupant aussi pour l'ensemble du Caucase, parce que chacun sait historiquement que qui tient la Géorgie tient le Caucase, et ça concerne évidemment l'Arménie très directement, qui a fait des pas extrêmement courageux pour s'éloigner de la mainmise russe et pour se rapprocher de l'Europe, et qui regarde avec inquiétude mais sans trop pouvoir rien dire parce qu'elle est très dépendante pour les transits de la Géorgie, de cette évolution géorgienne. Il faut noter que d'ailleurs le courage arménien ne concerne pas seulement son orientation stratégique, mais également intérieurement. Ce qui est fait aujourd'hui vis-à-vis de l'Église du patriarcat d'Arménie est extrêmement intéressant parce que c'est la tentative de libérer le patriarcat arménien très puissant des griffes du KGB, ce que la Géorgie n'a pas encore réussi à faire. Donc voilà, un paysage qui est à la fois préoccupant sur le plan de la démocratie, sur le plan de la politique intérieure et de l'État géorgien, qui pratiquement est en train de perdre son indépendance au profit de la Russie, et sur le plan stratégique pour son avenir entre l'Europe, la Russie, la Chine, cette dérive que personne ne semble arrêter. Merci, Madame.